C'est de l'argent mal placé que d'acheter une corne de rhinocéros. On n'aime que les chiens, alors on s'appelle pas nos noms de chiens. Les morsures d'hippopotame peuvent infliger des blessures profondes. On n'a jamais rencontré de lion du côté de la Porte Dorée. Elle a un corps énorme, des pattes un peu courtes, des yeux minuscules. Sa taille ne dépasse pas celle d'un gros cochon. Les darwinistes, présenté par Modeste Girardin. Bonjour à toutes, bonjour à tous, très chers auditeurs. Nous avons le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour le deuxième épisode de Dererum Natura, le rendez-vous des darwinistes, et l'émission préférée des amoureux de la bioéthique fondamentale et appliquée. Remercions par ailleurs l'association des Amis de Pline l'Ancien, qui, encore une fois aujourd'hui, coproduit cette émission avec toute la bienveillance et la chaleur humaine qui rendent cette institution si remarquable. Tout comme au cours de l'émission précédente, nous aborderons aujourd'hui différents sujets liant les curiosités de la nature aux enjeux éthiques et géostratégiques qui agitent notre époque. Pour traiter ces derniers, j'ai la chance d'accueillir ce soir monsieur Sylvain Buchalet. Bonsoir. Bonsoir, merci de me recevoir. Vous êtes donc maître de conférence en zootératologie à l'Institut d'études Myrmicelles de Poitiers, président de l'association Riposte Frelon Asiatique et secrétaire général de l'association Pas dans mon abdomen. Vous êtes également auteur du remarquable ouvrage 4 pattes, oui, 8 pattes, non. Et vous publierez en décembre prochain le livre Asymétrie malhonnête chez les hexapodes colombulides en milieu équatorial aux éditions Plantier. Merci d'être avec nous ce soir. Merci à vous. J'ai également le plaisir d'accueillir Emmanuel Pernopinet. Bonsoir monsieur. Vous êtes directeur d'études au Centre de recherche en primatologie à l'Université d'État de San Ruperto. Bonsoir. Vous avez récemment dirigé un ouvrage collectif sur l'effet des perturbateurs endocriniens sur les macaques japonais. Et vous avez dernièrement publié un livre aux éditions de Madère intitulé The Macaque Fight Back. Merci de me recevoir, Modeste. J'accueille également monsieur Renaud Herving. Bonsoir monsieur. Oui, bonsoir monsieur Girardin. Vous êtes chercheur au sein de l'unité mixte de recherche sur le vivant du CEA, spécialiste délégué à l'étude des maladies génétiques secondaires liées à l'irradiation dans le règne animal. Vous avez également co-signé avec plus de 70 physiciens et chercheurs un rapport d'experts commandé par la Commission interministérielle du développement des territoires ruraux, intitulé « Changeons de regard sur l'irradiation ». Très intéressant. Vous êtes également radioactiviste et membre du think tank Mutant du Loir-et-Cher. Bonsoir. Bonsoir. Enfin, nous recevons monsieur Valère de Kerle-Kennedec, zoopolitologue, professeur invité aux unités franc-comtoises. Bonsoir Valère, comment ça va ? Bonsoir Modeste, ravi d'être ici ce soir encore à nouveau avec toi. C'est un plaisir. Vous pouvez bien évidemment réécouter cette émission en rediffusion sur notre site internet ou sur votre application de podcast favorite. Dererum Natura, le rendez-vous des darwinistes, une émission présentée par Modeste Girardin, à la technique Kevin de Souza, à la réalisation Joachim Planchard. Première chronique, l'hiver nucléaire pour l'amour des bêtes. Commençons donc par notre invité Renaud Herving qui va nous parler d'aménagement des territoires et d'effets de la radioactivité sur les écosystèmes en milieu rural. Merci monsieur Girardin. Alors, effectivement, vous m'avez présenté comme un chercheur affilié au CEA, mais j'ai également une formation en physiologie animale et en biologie de l'évolution. Et à ce titre, j'interviens dans votre émission avec beaucoup de plaisir. Aujourd'hui, je me ferai cependant le porte-parole de la Commission interministérielle de développement des territoires ruraux, avec un certain nombre de mes confrères, et j'entends ainsi communiquer par cette antenne remarquable que vous animez les derniers avancements de nos travaux préparatoires. Les Français ont le droit d'être tenus informés des projets d'entreprises publiques en matière d'aménagement du territoire, et ce sont des questions qui sont bien entendu au cœur de leurs préoccupations, parce qu'elles les concernent le plus directement. Alors, j'interromps ici les circonvolutions qui sont normalement d'usage dans les communiqués officiels, parce que les sujets que je vais aborder sont sérieux, ils sont graves, et que nos citoyens doivent être respectés et ne doivent souffrir d'aucune langue de bois de la part de leurs représentants. Ces mêmes Français ont été nombreux à suivre une série télévisuelle américaine à succès, que vous connaissez peut-être, sobrement intitulée Tchernobyl, qui s'intéressait à la gestion et aux suites de la fameuse catastrophe nucléaire survenue en 86 dans les environs de Pripyat, en Ukraine. L'événement a refait surface dans les médias populaires qui ont consacré nombre d'articles rétrospectifs, de séries documentaires, d'émissions, de dossiers fouillés à droite à gauche, d'interviews de survivants, et j'en passe. Le nom de Tchernobyl est sur toutes les lèvres. Les sirènes d'alarme de Pripyat résonnent encore dans tous les esprits, et chacun est encore habité de ces images insoutenables, des liquidateurs et des pompiers irradiés, la peau s'étiolant en une pelade infâme. Bref, nous sommes dans un catastrophisme sensationnaliste qui fait vendre.
et qui est à l'origine d'un climat de méfiance, de crainte, de révolte qui est tout à fait incontrôlable et, entre nous, déplacé, à l'égard du nucléaire, dont les effets sur le vivant seraient tout bonnement monstrueux. C'est ce qu'on pense et c'est ce qu'on dit dans les chaumières. Alors, qu'en dit la profession? Bon, il en va autrement. Nos chercheurs, dont je suis, et qui nous éclairent en travaillant l'atome avec cette passion de l'artisanat authentique, nous qui mitraillons l'uranium comme le boulanger fait monter son levain, le scientifique rigoureux qui, dans une démarche empirique, se sera rendu sur les lieux de la catastrophe, aujourd'hui, 30 petites années plus tard, se rendra compte d'une chose stupéfiante. Tchernobyl est aujourd'hui un véritable havre de paix pour la faune des forêts et les campagnes centre-européennes. Et croyez-moi, la communauté scientifique a été secouée par cet état de fait, sur lequel il y a désormais consensus. Tchernobyl est un paradis écologique en Europe, une zone qui compte aujourd'hui peut-être la plus grande diversité, la plus grande densité d'animaux, et le plus haut degré d'espèces. Rassurez-vous, ne croyez pas que nous parlons là de moineaux du Caucase ou de pigeons roux trisifères qui n'exciteraient que les plus ennuyeux des zoologues ou les ornithologues poussiéreux. Non, non, loin de là. Moi, je vous parle d'animaux massifs, je vous parle volume et quintal de viande, je vous parle de bêtes féroces, sauvages et puissantes. Et c'est vrai que ce même scientifique, en se promenant dans la zone, croisera ainsi de solides ours bruns. Il croisera du bison revêche, il croisera des loups nombreux, d'habiles lynx, et même, et je vous le dis, des chevaux de Przewalski. Une espèce presque disparue de la surface de notre globe. Pour les plus profanes de nos auditeurs, figurez-vous des semi-chevaux, ou plutôt d'étonnants poneys, aux faciès brutales et fiers, à la musculature admirablement racée et au passif préhistorique. Comprenez que tous ces animaux de Tchernobyl avaient disparu de la région, effrayés par l'avancée de l'homme sur la nature, et ils y ont récemment réélu domicile. Personne ne vient plus disputer à l'élan son bout de fougère. Et si vous voulez mon avis, c'est très bien ainsi. Alors, je vous vois, j'anticipe vos interrogations. Comment cela se fait-il que des animaux survivent à des niveaux de radiation létaux? Comment se fait-il que les chouettes et les loutres, qui ont survécu, n'aient pas périclité alors qu'un réacteur à ciel ouvert déversait ses miasmes à quelques kilomètres de leur terrier? La question se pose, et mon confrère Herman Orisaula a mené dans le cadre de sa mission Tree Project une étude sur un certain nombre d'espèces, notamment des amphibiens. Bon. Son équipe a montré que les grenouilles de Tchernobyl sont plus sombres que celles qui vivent à l'extérieur de la zone d'exclusion. Ce qui pourrait être une forme de défense contre les radiations, figurez-vous. Alors soyons transparents. Des effets négatifs des radiations ont aussi été mis en évidence sur les animaux, et ça, il faut le dire aussi, il faut le dire, les insectes auraient une espérance de vie plus courte à Tchernobyl. Il y aurait plus d'oiseaux albinos à Tchernobyl. On entend à droite à gauche que la majorité des espèces étudiées montreraient des signes d'anomalies morphologiques, physiologiques ou génétiques. Et même que l'hirondelle rustique, qui a été abondamment étudiée par mes confrères, figurerait des cerveaux plus petits, mais enfin bon, grand bien leur rend face, et je vais faire là appel à vos esprits reptiliens, et en fin de compte, et si vous me permettez de m'exprimer en des termes un peu communs, qui s'en fout? Si le mulot des tourbières doit disparaître pour permettre aux sangliers géants du Danube de reprendre ses droits, c'est une nécessité catégorique, car n'ont en fait survécu à la catastrophe, ou s'y sont adoptés a posteriori, que les espèces les plus fortes. Et c'est là peut-être la quintessence du darwinisme moderne qui est si cher à cette émission. Alors, mettez-vous maintenant dans la peau de ce même zoologiste, parti battre les campagnes ukrainiennes et biélorusses pour y étudier ce paradis biologique. De retour dans sa France qu'il chérit tant pour la richesse de ses paysages. Quelles espèces animales viennent animer ces forêts luxuriantes? Quelles races donnent vie à ces prairies et ces pâturages? Enfin, quels organismes viennent honorer nos montagnes françaises? En vérité, je vous le dis sans phare, ce soir, rien. Rien qui ne soit digne de la majesté de nos régions. Qu'on se livre à l'exercice douloureux de feuilleter les brochures de nos parcs naturels, qu'ont-ils de bien palpitant à nous proposer en matière de faune? Livrons-nous à l'exercice, une brochure, prenons le parc naturel du Haut-Jura. On vous y propose d'observer des grenouilles rousses, du triton crêté, de l'écrevisse à pieds blancs, les lamproies de plein air et autres immondices qui n'ont rien pour satisfaire l'œil et le cœur. Devant l'urgence de cette situation critique, sachez bien, la commission dédiée à l'aménagement des territoires, dont je fais partie, a proposé une liste de 74, pas une de plus, pas une de moins, recommandations que je peux résumer en une phrase, afin de redynamiser la biodiversité déclinante de nos territoires ruraux, favorisons, encourageons l'irradiation de nos provinces françaises, atomisons la Moselle. La proposition paraît farfelue, elle ne l'est pas. Nombre de nos régions, dont celle que l'on appelle la diagonale du vide, sont désertées par leurs habitants, délaissées par les services publics, d'un gouvernement dont je fais partie et je reconnais là notre erreur. Les commerces les plus élémentaires, les poches d'emploi, personne n'y réside plus que par contrainte. Aussi ne souffrirait-elle pas d'une redynamisation nucléaire avec des avantages qui sont illimités?
Il suffit de voir le nombre de touristes qui affluent dans la zone pourtant sous quarantaine de Tchernobyl pour comprendre l'attractivité de l'atome et voir là une source facile de tourisme. On ne compte plus le nombre d'influenceurs qui défraient la chronique en présentant leurs atours dénudés sur les murs du réacteur, sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Et je vous le dis solennellement, personne ne vient se dénuder sur Instagram dans le Poitou. Et c'est regrettable. Alors en matière de budget aussi, une question qui est chère à nos concitoyens, le compte est aussi bon. Il suffit de cesser la rénovation des réacteurs les plus vétustes de ces régions, car si l'on appose la carte des centrales les plus vieillissantes du parc français avec celle des densités de population dans notre territoire, il apparaît que la diagonale du vide, comme on l'appelle, dispose de réacteurs les plus anciens du pays. Et alors là, la solution paraît évidente. Développons l'industrie de la radiation made in France. Laissons ces réacteurs vétustes se dégrader et délivrer leur atome. Cessons d'entretenir ces centrales qui grèvent le budget de la France, laissons l'atome faire son travail et s'attribuer nos réacteurs et nos régions. Chers confrères, chers concitoyens, je vous le dis, et c'est notre projet, faisons rayonner la France au rayon gamma, dites non à l'atome d'Auvergne, dites oui à l'atome d'uranium. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur Valère de Kerle-Kenedec, qu'avez-vous à répondre à notre invité Renaud Erving, qui a traité un sujet quand même très intéressant? Un sujet intéressant qui a posé plusieurs questions et qui, à bien des égards, me dérange. J'ai pris quelques notes pendant votre... Vous n'êtes pas le seul et nous en sommes conscients, bien entendu. Ouais. Et je vais peut-être me faire la voix du peuple, la voix du commun, en mettant en garde contre tout ce que vous avez dit. Vous avez utilisé l'expression darwinisme moderne, tout à fait. Ce qui n'est autre qu'un eugénisme caché. Eugénisme au service des gros, puisque vous avez privilégié au moineau le sanglier. C'est une chose que vous assumez, c'est une chose que je ne peux pas. C'est une chose qui est assumée par la République, monsieur. Vous êtes un partisan de la société du spectacle, un partisan des gros coups de com'. Non, vous êtes dans l'événementiel, je suis dans la zoologie. Nous sommes censés être des scientifiques qui œuvront à la protection des espèces et des animaux. Vous mettez en place une forme très viciée de néolibéralisme rural, et qui est teinté, et cela n'est pas très étonnant vu votre appétence et votre appartenance politique, qui est teinté d'une grande forme de mépris. Sachez que l'expression de la diagonale du vide, qui est une expression de Gravier, qui date de 47. Tout à fait. Mais vos idées sont peu modernes. Mais que nous ne cautionnons absolument pas, mais qui sont dans la bouche de tous les Français, néanmoins. Elles sont dans la bouche de peu de Français. Vous êtes fort déconnectés du sens commun. Nous faisons plus héros des Français que vous, monsieur. Non, vous êtes dans la communication. Je suis dans la sauvegarde. Les Français veulent des champs où on peut encore... Les Français veulent des champs encore cultivables. Ils veulent des champs qui soient ensemencés, engrainés par des petits asticots et par des oiseaux et qui ne soient pas détruits et labourés par des grands sangliers. Vous êtes, en fait, je crois, dans une forme de mépris pour toute vie. Je vous rappelle aussi, au passage, que votre programme de nucléarisation de la Terre est un programme anti-patrimonial de la France, et donc anti-français. Sachez que tous les réacteurs qui sont placés dans la diagonale des faibles densités, puisqu'un bon géographe utiliserait cette expression, sont les réacteurs qui sont le long de la Loire, dans ce qu'on appelle le Jardin de France, une terre déjà fertile, et à bord et à côté des châteaux qui ont fait le prestige de la France, les châteaux de François Ier, les châteaux de la Loire. Et figurez-vous que si l'on a placé ces centrales nucléaires ici, c'est bien parce que Paris a besoin d'énergie. C'est pour alimenter la capitale. Une capitale, la capitale de la France, je vous le rappelle, est une des villes principales du monde. Dans tous les classements, elle est classée entre la première et la troisième place. Première qui accueille des séminaires internationaux. Voilà ce que vous voulez faire. Vous voulez détruire Paris, vous voulez éteindre la ville lumière. Non, monsieur Leclerc. Alors déjà, je vais revenir sur ce point qui me semble évident. Nous parlons des réacteurs vétustes, nous parlons de 30 réacteurs qui ne fonctionnent plus, des boulons qui partent, des fuites d'huile. Monsieur, c'est des choses qui coûtent de l'argent aux contribuables à remplacer. Et budgétairement, c'est tout bénef. Vous parlez de fuites d'huile, mais ce sont des fuites radioactives. Oui, non, mais je crois que là-dessus, il va falloir revenir sur un point, à savoir que l'irradiation que vous décrivez n'est pas fondamentalement mauvaise, et c'est quelque chose que le GIEC, c'est quelque chose que le CEA démontre jour par jour, et nous y travaillons tous les jours. Bon, permettez-moi de revenir sur cette histoire de culture... De fertilité, les jardins de France, tout à fait. Bon, les jardins de France, mais comme vous y allez, vous parlez de quoi? Vous me parlez de Moselle, vous me parlez... Val de Loire. Mais non, mais monsieur, non mais alors, revenons sur ce point déjà. Les fruits les plus fins, les vins les plus doux. Non mais moi l'hégémonie de l'atome. Je vous parle des centrales du Loiret qui ne produisent rien, des terres arides, des terres sèches. Non mais elles produisent 45 mégawatts à la journée. À quoi répondez-vous cela?
Je vous réponds qu'elle produirait plus si des cultivateurs venaient, par exemple, faire profiter leurs 3 bras, bien entendu, sur ces champs qui verraient leur rendement décuplé. Et alors, j'aimerais revenir également sur cette histoire de Château de la Loire. Les centrales dont nous parlons sont situées sur les frontières, et c'est un élément qui fait aussi l'objet de nos recherches, que je n'ai pas abordé ici pour des raisons évidentes de temps. Ces centrales sont situées en Lorraine, elles sont situées sur nos frontières et seraient un élément de défense essentiel si elles venaient à être irradiées. Notez qu'en 40, nos frontières auraient été bien plus défendues, l'Ardenne aurait été impassable Vous si... voulez une ligne Maginot radioactive, Je ne vous parle pas de ligne Maginot radioactive, encore qu'elle serait radioactive pendant peut-être 50 ans. Amusant pour un libéral d'être aussi germanophobe. Oui, non mais écoutez, moi je vous parle enjeu sécuritaire, je vous parle enjeu économique, je vous parle budget, des questions qui animent les Français et auxquelles nous apportons des réponses évidentes. N'allez pas croire que nous dédaignons ces territoires et au contraire, nous leur apportons des solutions pour dynamiser leur tourisme, pour dynamiser leur biodiversité, leur économie et bien entendu le nombre de leurs membres. Excusez-moi, laissons un petit peu parler nos autres invités, même si ce débat est très intéressant et très animé. On va essayer de dégonfler un petit peu de tension. Monsieur Sylvain Buchalet, qu'avez-vous à répondre à cela? Alors j'ai trouvé la chronique de Monsieur Irving tout à fait passionnante. J'étais vraiment transporté. Ça m'a fait beaucoup réfléchir. Ce projet de transformer finalement nos vieux réacteurs en foyers irradiants, non seulement de la radioactivité, mais bien de la biodiversité. Et tout ça, ça me semble absolument passionnant et ça ouvre des perspectives grandioses. Et ça m'a fait penser justement à des travaux. Alors je ne sais pas si vous êtes en contact avec le professeur Van Baudermauer, donc un chercheur autrichien tout à fait passionnant et qui propose la création d'un couloir atomique depuis l'Ukraine jusqu'au Finistère. Et donc un couloir atomique donc, qui viserait à apporter la mégafaune d'Europe de l'Est. Croyez bien que toute la Basse-Saxe aurait intérêt à cette politique. Et ils contribuent bien entendu, ils sont appelés à intervenir dans notre travaux. Tout à fait, puisque je rappelle simplement... Vos propos sont scandaleux. Vous vous rendez compte que c'est plus de 50 millions de personnes que vous condamnez? Je ne condamne pas 50 millions de personnes. Monsieur Valère de Kerle-Kenedec, vous êtes déjà exprimé sur la question. Laissez parler Monsieur Buchelet. Je ne condamne pas 50 millions de personnes, absolument pas. Les travaux de ce chercheur autrichien tout à fait passionnant, c'est un ami, donc porte principalement sur le fait d'irradier toute cette partie, finalement de faire créer un couloir de radiation depuis l'Ukraine jusqu'à nos territoires français, afin d'importer la faune, la mégafaune d'Europe orientale, qui traverserait par ces couloirs favorisés par les radiations, ce qui nous permettrait d'avoir des bisons en Moselle, des ours bruns qui accourraient dans nos pays, devenus, comme vous l'avez dit, des contrées luxuriantes. Alors j'aimerais bien vous entendre là-dessus parce que ça m'intéresserait beaucoup. J'ai trouvé ça absolument passionnant. Et du coup, ça m'a fait penser, justement, vous parliez, alors j'étais un peu moins d'accord avec vous sur la dimension défensive, puisque au contraire, pour moi, c'est un projet de coopération qui doit être mené au niveau européen. Ah mais écoutez, je crois que nous sommes limités en termes de temps, mais oui, je serais très heureux. Je vous note ici mes coordonnées. Je serais très heureux de vous faire intervenir sur ce sujet. Croyez bien que nous verrons intervenir dans le Loiret l'ours brun à lunettes, qui reviendrait lire domicile dans ses terres d'origine. Croyez bien que le loup musqué reviendrait aussi. Des bêtes qu'on n'a pas vues ici depuis le Paléolithique. Mais des bêtes que l'on attend depuis le Paléolithique. Mais voilà, vous n'êtes pas, je vous trouve tout à fait dépourvu de poésie et de nostalgie. Non, mais monsieur le Caire de Kennedy. En plus d'être bassement terre à terre, ce monsieur est partisan. Très bien. Un petit peu de calme, européen de demain avec des mulots. Un petit peu de calme, monsieur. S'il vous plaît, un peu de silence. Dans la construction européenne, bien entendu. Simplement, j'aurais une question, peut-être une nuance à apporter. Nous vous écoutons. Mais faites vite. À ce propos, simplement, juste sur les conséquences quant à la faune des hexapodes et éventuellement des octopodes. Parce que, en fait, ce que je trouve un peu plus inquiétant, c'est est-ce qu'on ne risque pas d'avoir l'apparition de mygales et de tarentules de taille conséquente Monsieur Buchalet, nous traiterons ce sujet je peux de manière répondre assez rapidement. C'est un sujet qui a fait l'objet d'un rapport de 45 pages et dont, dans les grandes lignes, je peux résumer en qui s'en fout. Bien. Très bien. Monsieur Pernopinet. Oui, bon, alors moi j'ai entendu ce qui s'est dit de part et d'autre de cette table. J'ai pas vraiment d'avis sur la question, j'ai pas beaucoup lu sur le nucléaire. Simplement, tout à l'heure, vous parliez de réacteurs à ciel ouvert à Tchernobyl. Alors, je crois savoir qu'il y a eu déjà 2 chapes de béton qui ont été posées sur cette centrale. Je parlais soviétique, et une deuxième par Bouygues, si je ne m'abuse. Admirable et inutile dans notre cas, bien entendu. Et qui a coûté un bras aux Ukrainiens, au gouvernement ukrainien. Non mais, croyez bien que dans l'optique de ce projet, on ne parle pas de sarcophage.
Vous avez bien compris que la dégradation des centrales se fera naturellement et ne demandera aucun aménagement de la part J'entends. des institutions. Oui, sinon, quel taux d'irradiation? Parce que ce serait une irradiation non contrôlée. Oui, bon. Quel taux de Röntgen, quel taux de Becquerel recommanderiez-vous? Un taux moyen autour de ces centrales, à 50 km, à 100 km? Je ne sais pas. C'est quelque chose qui est relativement flou encore. Nous sommes sur une fourchette de 4 millisieverts jusqu'à 15 milliards de millisieverts, mais c'est encore assez flou. D'accord, merci. Très bien. Merci à tous les quatre. J'en profite pour vous rappeler que des documents complémentaires, des sources seront toutes présentes sur notre feed Twitter et vous pourrez les retrouver au fil de l'émission. Laissons maintenant la parole à monsieur Sylvain Buchalet qui va traiter le sujet de la ponte parasitaire. Deuxième chronique, réprimer la ponte parasitaire, perspective éthique et stratégique. Oui, merci beaucoup, monsieur Girardin. Donc, mes chers confrères, alors qu'après cette émission, vous rentrerez en vos foyers et retournerez aux petites tâches du quotidien et à l'amour de vos proches, quelque part dans la jungle australienne, une guêpe noire géante s'efforce de pondre ses œufs dans l'abdomen d'une mygale. Oui, vous m'avez bien entendu. Une guêpe noire, plus précisément Reclinervilus nielseni, s'acharne à introduire sa progéniture dans le ventre d'un arachnide de type Heteropoda maxima, dans la langue de Shakespeare, Giant Huntsman Spider. La guêpe criminelle dépose ses ovocytes dans l'abdomen de ses victimes et, après éclosion, ces larves se nourrissent de la chair de leur hôte en veillant à maintenir intacts ses organes vitaux jusqu'à s'extirper de son corps, causant inéluctablement son décès. Oui, je le sais, c'est indicible. Et sachez que pareille infamie n'est pas l'apanage exclusif de l'Australie, terre assurément fertile en abominations, à commencer par les proportions contre-nature de ses hexapodes. Non, malheureusement, dans les plaines désertiques de Namibie, les montagnes chinoises du Huangzi, ou dans les étendues amazoniennes de Bolivie, ou encore dans les forêts de conifères de l'Alberta, non, dans toutes ces régions des parents lointains de la guêpe noire, se livrent à des abominations comparables, le plus souvent sur des arachnides et plus occasionnellement sur des blattes. On me fera remarquer qu'une mygale n'a pas besoin d'être infestée de larves de guêpes pour susciter la répugnance des gens honnêtes. Et assurément, ce n'est pas moi qui défendrai le contraire. Mais croyez-vous que ces guêpes s'arrêtent en si bon chemin? Aujourd'hui, certes, les mygales seules sont concernées. Mais demain, chers confrères, demain, elles s'attaqueront peut-être à des mulots ou à des musaraignes, à des furets ou à des renards. Après-demain, qui sait? Les quadrupèdes qui composent nos cheptels serviront-ils de nid à ces créatures sans scrupules? Et enfin, messieurs, lorsque ces guêpes viendront déposer leur progéniture dans votre abdomen à vous, que direz-vous alors? Ma question est donc très simple. Pouvons-nous accepter de vivre dans un monde où certains animaux s'estiment autorisés à pondre à l'intérieur d'autrui? Ma réponse est sans équivoque, non. Nous ne saurions tolérer de telles pratiques, attentatoires à la dignité du vivant, qui viennent entacher l'honneur du règne animal. Et j'ai décidé de mettre toute mon énergie dans la lutte. Et c'est le sens de l'association que j'ai créée, que vous avez eu l'amabilité d'évoquer dans votre présentation, l'association Pas dans mon abdomen. Et donc nous luttons pour que la ponte parasitaire soit reconnue comme crime contre le règne animal. Et je milite donc pour la création d'une instance internationale qui aura compétence pour juger les espèces qui seront accusées d'avoir commis ce crime et pour définir les modalités de répression appropriées. Donc cette instance devra bien entendu disposer d'une force d'intervention adaptée pour sanctionner les comportements contrevenants. Et au vu des conditions difficiles d'intervention en milieu tropical, équatorial ou désertique, et puis comme les guêpes sont particulièrement mobiles et déterminées, il s'agit de sanctionner une espèce en particulier, et si nous devons mener des frappes, il faut qu'elles soient discriminantes. Et donc, pour résoudre toutes ces problématiques, nous travaillons avec les différents acteurs de la recherche appliquée en matière de zoodéfense. C'est un secteur plein d'avenir qui se propose d'optimiser les utilisations tactiques des espèces combattantes. Donc, nous nous penchons notamment en ce moment sur l'introduction d'un superprédateur qui pourrait s'attaquer au Reclinervus nielseni. Et donc, par exemple, en ce moment, nous travaillons sur un projet très intéressant de conception et d'élevage de frelons de combat. Donc voilà, nous travaillons sur ce projet en partenariat avec une start-up française qui est spécialisée dans le domaine.
start-up intitulée La Ruche qui dit non. Elle a été créée par un apiculteur, le lieutenant-colonel Brochant, un ancien officier des troupes de marine, que je salue, il fait un travail formidable. Et donc ces frelons de combat seraient entraînés à localiser et à détruire les guêpes de l'espèce Reclinervilus nielseni en particulier, et uniquement pour cette espèce, ce qui éviterait évidemment les dommages collatéraux. Et donc ça pourrait être une piste pour écarter la menace des pontes parasitaires et pour une juste application des principes élémentaires de ce qui devrait constituer la base d'un droit animalier international. On ne pond pas ses œufs dans son prochain. Merci beaucoup. Monsieur Emmanuel Pernopinet, vous avez quelque chose à dire sur ce sujet? Oui, j'ai l'impression que mon collègue, monsieur Buchalet, j'ai l'impression que le zèle que vous déployez contre ces guêpes, dans le cadre de votre association pas dans mon abdomen, est causé principalement, et cela ne vous honore pas, par la mésaventure que vous avez eu à subir en été avec un autre parasite, cette fois, qui est la tique géante. Alors, qu'avez-vous à répondre, monsieur? Oui, alors... L'affect là-dedans. Alors, effectivement, là, je pense que ce débat mérite un peu mieux que les évocations d'anecdotes personnelles. Vous m'avez dit que cette tique vous avez poursuivi sur 100 mètres. Alors, je peux comprendre que vous en ayez... Alors, effectivement, mon engagement est ancré dans une histoire personnelle avec les parasites. Et principalement avec les parasites, effectivement, j'ai eu une mésaventure avec une tique. Mais est-ce que la tique géante pond dans les abdomens? Heureusement, Dieu soit loué, cette tique ne pond pas. Cependant, elle est capable de poursuivre sa victime sur 100 mètres. Oui, c'est ce que je disais. Oui, elle m'a poursuivi sur 100 mètres. Et effectivement, c'est une tique qui nous vient tout droit de Guinée équatoriale. Elle va parfois jusqu'à faire 2 cm de diamètre, ce qui est largement excessif pour une tique. Toutes les études le montrent. Et Buffon, déjà à son époque, disait qu'une tique ne devait pas dépasser 1,3 cm. Et donc une tique de 2 cm, c'est vraiment de l'abus. Et ensuite, par rapport à mon anecdote personnelle, alors je suis désolé que vous le preniez sur ce ton, effectivement, je pense qu'un engagement peut s'ancrer dans une histoire personnelle et des considérations plus générales peuvent trouver leur origine dans des expériences particulières. Oui, bon, je l'entends, j'ai rien à ajouter. Mis à part cela, je trouve que votre lutte dans le cadre de l'association Pas mon abdomen est assez admirable au fond. Monsieur Valère de Kerr, il est certain que c'est un propos peut-être un peu général et trivial, mais il est certain que les histoires personnelles sont toujours celles qui forgent les hommes de science. Et c'est quelque chose qu'il nous faut aussi respecter parfois. Bien sûr, tant que ce n'est pas source de biais, ce que je ne crois pas. Ah non, je ne le crois pas, et je crois que c'est très intéressant tout ce que nous avons entendu. Il est gouverné par l'affect, qu'il y a bien peu de rigueur dans ce propos, mais je reviendrai, je vous laisse poursuivre. Oui, laissez-moi poursuivre, car j'ai été très intéressé par tous vos propos. À vrai dire, je me suis posé des questions, et j'ai peur aussi que ce soit des sentiments humains que vous calquiez. Cette pauvre guêpe n'est rien d'autre qu'une mère qui veut enfanter, qu'une mère qui veut nourrir ses enfants, les protéger, et elle leur offre, en optant pour ce tissu, pour cet igloo de chair, un endroit qui est à la fois chaud, protégé et garde-manger. Vivant, et qui se déplace et qui finalement se met à l'abri du danger. C'est peut-être même la forme la plus ultime d'intelligence. Et je comprends si nous calquons tout cela sur des sentiments. Et en plus, bien sûr, de votre aventure avec cette tique de 100 mètres de haut, si j'ai bien compris. Non. Elle faisait 2 cm, mais elle m'a poursuivi sur 100 mètres. Son dard faisait 100 cm. Non, vous racontez n'importe quoi. Une tique a-t-elle un dard? Non, elle n'est pas pourvue de dard, cependant, elle a une bouche qui a des capacités d'absorption tout à fait surprenantes. Oui, voilà, mais c'est déplorable. Moi, je suis contre la tique. Dans son absolu, et plus particulièrement contre la tique géante. Mais avez-vous engagé des actions contre la tique géante? Pas encore, mais je travaille à la constitution d'un collectif. Chers collègues, vous êtes scientifiques et non pas démiurges. Mais certes non, mais simplement je pense qu'un véritable scientifique doit s'engager pour la bonne police du règne animal. Très bien. Monsieur Renaud Irving, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Oui, j'aimerais abonder dans le sens de mon confrère Leclerc de Kennedec, qui, effectivement, dans un exercice rhétorique, s'est fait l'avocat du diable, et je le comprends là-dessus.
Cette mère qui pond ses œufs dans cette migale, et il ne vous est jamais venu à l'esprit de vous mettre à sa place, malheureusement, n'a-t-elle pas été excitée par les guêpes? Et là, croyez bien que j'aborde les problématiques ambiguës de consentement, mais ces migales n'ont-elles pas excité leurs agresseurs? Et sur qui devons-nous jeter la pierre, finalement? Vous parlez comme Émeric Caron. Non, Je le reconnais là, un adepte d'Émeric Caron. Vous défendez l'agresseur quand vous devriez défendre la victime. Tout à fait. Écoutez, moi je mets l'église au centre du village et je vous invite à réfléchir un petit peu plus loin. Moi, c'est Écoutez, non. Moi, je pense qu'il faut absolument que je réponde sur cette question de la mère en détresse qui voudrait pondre. Écoutez, la plupart des représentants du règne animal pondent leurs œufs dans des nids et non pas dans d'autres animaux. Et je ne vois pas pourquoi on accorderait le droit à certains animaux de commettre de tels crimes qui sont des atteintes profondes à la dignité du vivant. Et selon moi, c'est inqualifiable, impardonnable, imprescriptible. Et on doit frapper toute l'espèce. Et lorsque l'on s'emmitoufle dans un manteau en fourrure, est-ce que ça n'est pas la même chose? Non, puisque là, vous ne pondez pas des œufs dans un animal, vous vous emmitouflez dans un manteau en fourrure. Ouais, bon, c'est aux dernières nouvelles. Cette remarque n'avait pas grand intérêt, monsieur le Kennedy. J'écarte un petit peu de la pertinence. Je crois que c'est une idéologie plus ou moins végane que vous développez. Non, assurément pas, puisqu'il s'agit d'exterminer une espèce. C'est effectivement des questions graves qui méritent un petit Mais peu chers plus collègues, de j'aimerais sérieux. bien simplement faire appel à votre sentiment le plus profond. Non, mais c'est bien là, le problème, c'est que le sentiment n'a pas sa place. Le Dans une sentiment étude comme a sa celle-ci, place. le sentiment a certainement sa place pour une bonne police du règne animal, je le répète. Mais comment la financez-vous? Oh, messieurs, Monsieur Turnet n'est pas là pour en parler avec nous. Non, mais il y a énormément de questions. Je développe le temps nous est compté. mais j'aimerais beaucoup nous est avoir compté. l'avis de Monsieur Terny, qui est spécialiste du financement des animaux, et qui pourrait certainement nous éclairer sur la question. Je suis sûr qu'il aurait un modèle à nous proposer. En effet. Le temps nous est compté, comme je le disais. Passons donc à la chronique suivante. Troisième chronique. Chat perdu, chat foutu. Monsieur Valère de Kerle-Kennedy. Oui, tout à fait. Je vais... c'est un sujet plus trivial et peut-être plus léger que je vais aborder. Merci de ne pas murmurer pendant ma chronique. Je disais, c'est un sujet plus léger que je vais aborder puisqu'il est question dans ma chronique de chat. Le félin domestique, ami des enfants et des vieillards, est une bête qui nous est familière. Pourtant, chat est un terme ambigu. Une synecdoque en fait pour de nombreux animaux, très différents. Employé seul, c'est bien sûr le nom vernaculaire pour le chat domestique, Felis sylvestris catus, que nous connaissons tous, mais il peut aussi désigner les panthérinés, les grands chats. Le spectre est en fait assez large. Alors voilà, en dehors de la maison humaine, point de salut, le félin, de minou, devient matou, il change de finir. Destin ou décision, c'est une question que je vais tenter de résoudre. Toutes les études, évidemment, ne sont pas toujours de la même échelle, mais cette question est très intéressante. Car quoique l'habitus du chat semble crier s'il est minou ou matou, chat à mémé ou chat dit de gouttière, poil lustré, brillant et doux contre tignasse crasseuse tachée de scrofules, doux miaulement contre feulement, grognement et crachat, il s'avère que le chat change en fait de nature, loin de l'économie des hommes. Il se rapproche de ses cousins sauvages des terres, les plus reculés, dès qu'il sort de la maisonnée. D'un point de vue purement génétique, des recherches ont été menées. Il n'y a pas de mutation génétique. En revanche, si l'on observe l'activité cérébrale grâce à des IRM adaptés, on voit et l'on sait que les cerveaux des chats se reconfigurent. Destin du chat émancipé, fatum pour le félin rendu adulte par la fugue, ou choix machiavélien de l'animal? Voilà la question. Mes amis et collègues de l'université égyptienne, détachés par le Caire à l'université de Kunming, ont une conclusion nuancée à laquelle je souscris, puisque je vais vous la présenter. C'est en fait la phéromone humaine qui pervertit
qui change le catus, le chat, et permet sa dégradation horripilaire due à l'allèle qu'on appelle l'allèle iota-32. Assez connu en fait. C'est en fait une maladie donc, une maladie qui protège le chat de son ensauvagement, une maladie cérébrale qu'il acquiert à notre contact. Alors, on peut donc l'affirmer, le chat est victime de sa perte géographique, selon l'adage de la zoologie triviale, chat perdu, chat foutu. Voilà donc où nous en sommes rendus. Beaucoup de questions, peu de réponses, mais surtout la douceur de l'animal comme une maladie de l'humanité. Et je suis très heureux, en fait, plus que de vous présenter des résultats de recherche, de soumettre à vos esprits vifs et aguerris à la zoologie ces quelques éléments pour que nous puissions ensemble en discuter. Merci Valère. Très intéressant, comme à ton habitude. C'est modeste. Qui veut parler en premier? Qui souhaite Bon, intervenir? moi, je reconnais Monsieur bien Pernopinet Je reconnais bien un professeur de l'université de Kunming quand j'entends parler de reconfiguration des effets. Tout à fait, ce sont les travaux principaux de l'université de Kunming. Oui, non, mais les effets des phéromones sur les chats Transgénétique. sont vraiment très intéressants, c'est important de les étudier. Nous prendrons un petit pot ensuite, j'avais beaucoup de questions à vous poser, peut-être que ça peut m'intéresser. Oui, bien sûr, j'ai dû faire mes recherches en primatologie. et faire profane. Oui, mais nous y sommes. Mais c'est vraiment peut-être l'avis de Sylvain Buchalet qui aime souvent dans ses recherches scientifiques à apporter des questions morales et moratoires que je suis aussi venu chercher et soumettre, puisque ces lumières parfois sont très utiles lorsque l'on parle d'environnement zoologique et zoopolitique, j'ai envie de dire. Monsieur Buchalet. Oui, tout à fait. Alors moi, j'ai trouvé votre intervention très intéressante à bien des égards, et principalement sur le fait que cette douceur du chat domestique serait en fait une maladie, une dégénérescence, et je suis le premier à la déplorer. Alors, la déplorer pour plusieurs raisons. La première étant la perte notamment notable des gros prédateurs d'Europe, dont on peut citer évidemment le lion de Thrace, Le lion des cavernes, le lion des cavernes, les éléphants de Sicile, sans doute aussi. L'ours à lunettes du Poitou. qui étaient des représentants tout à fait, oui, tout à fait, exactement, des représentants tout à fait exceptionnels de la race féline, et qu'aujourd'hui ils ne font plus partie que de nos légendes et de nos contes. Et j'ai trouvé donc votre intervention très intéressante, mais je trouve qu'elle manquait un peu de piment. Je dois vous annoncer d'ailleurs. Je trouvais qu'elle manquait un peu, disons, Oui. d'une dimension critique à l'égard de cette transformation. C'est une transformation qu'on peut regretter. Toutefois, je tiens à vous annoncer, c'est peut-être une première mondiale, que avec mes amis de l'université de Kunming, nous avons réussi à copier le génome. Et Attendez, excusez-moi, je suis désolé. C'est important, pas offenser nos amis de Kunming, avec qui nous entretenons des liens très proches. Oui, Bon. tout à fait. Et sachez que nous allons réussir à copier bientôt l'ADN du tigre à dents de sabre, notamment. Des expériences sont en cours. Oui, tout à fait remarquable. Écoutez, je serais très content de reprendre, de vous répondre sur ces points une fois que nous aurons élucidé un point de linguistique. Alors, Le sujet de l'université de Kunming prête à grand débat. Oui, tout à fait. Dans cette émission, c'est un point qui revient très souvent. Et oui, voilà. parce je qu'ils veux sont bien très commencer, en avant. j'y suis allé Rapide plusieurs tour de fois. table, s'il Je vous pense plaît. que M. Pernopinet peut nous éclairer, de donner Alors, le premier on tour. dit, un Tonkinois dirait Kunming, mais en revanche, un Pékinois dirait Kunming. Et si on va dans le canton, on dirait Hunming. Voilà, moi c'est ce que j'ai retenu en tout cas de mon voyage en Asie. Après ces considérations en matière de sinolinguistique, je trouvais très intéressant. Enfin, je me permets de proposer à mon éminent collègue de Karl de Kennedyck de poursuivre sur la question des tigres à dents de sable, parce que je trouve que c'est un sujet passionnant. Non, ce n'est pas vraiment le sujet de ce soir. Et pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter de l'université. Nous tenons nos inscrits au courant, minute après minute, détail après détail. Chaque semaine, c'est le vendredi. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire en laissant votre adresse mail, tout simplement. Je n'y manquerai pas. Bon, moi, je me permettrai d'être un petit peu taquin sur le sujet, et puis c'est un sujet qui me tient à cœur. Le chat peut-il être irradié?
le chat peut être irradié, et s'il est irradié dans une boîte, alors on ne sait pas s'il est vivant ou s'il est mort. Oh mais admirable, moi c'est les références. C'est une question qui est assez amusante. C'est une question d'académicien. Je vois Modeste, je vois Modeste qui dit donc. On se souvient lorsque nous polissions les bancs de la fac de nos augustes postérieurs de ces blagues, que nous faisions des blagues potaches. Monsieur Irving, pensez-vous que si nous irradions les Vosges, nous pourrions avoir un retour du lion des cavernes à partir des lynx? C'est en tout cas ce qu'on peut espérer, et croyez bien que c'est quelque chose qui serait appuyé par l'introduction peut-être d'espèces exogènes. Chers collègues, je ne suis pas certain qu'on puisse espérer. On pourra au mieux obtenir un lynx doté de 6 pattes, mais il sera peut-être plus gros. Mais de là à retrouver cette forme si particulière des crocs à vent du tigre à grande sabre, je me tâte. En revanche... Du moment qu'il n'a pas 8 pattes... Monsieur, je vois pas quel est le problème, le nombre de pattes après tout. Bon, on revient sur ces questions qui vous non, pour moi, le nombre de pattes est important. Et 8 pattes, c'est excessif. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Buffon qui note le nom. Oui, non, tout à fait. Non, mais c'est très juste. Très juste, mais il a été repris par Cuvier ensuite, qui lui apporte son... Cuvier, tout à fait. Oui, alors moi, je serais du côté de Buffon, contre Cuvier. Bon, très bien. C'est sur la demi partie. Si vous êtes d'accord, nous allons passer à la dernière chronique de cette émission, car encore une fois, le temps nous est compté. Monsieur Pernopinet. 4e chronique. Macaque des plantations, rotation, gravité. Oui, alors j'aimerais aujourd'hui aborder avec vous, pour cette 2e édition des Darwinistes à laquelle je suis très heureux d'être présent, et avec mes éminents collègues, la question du travail des singes et plus spécifiquement des macaques dans les plantations de coco d'Asie du Sud-Est. J'ai voulu allier l'utile à l'agréable, l'utile car l'Asie du Sud-Est est un des 2 sujets qui pourraient tomber à l'agrégation d'histoire, donc pour nos auditeurs. À l'agréable, bien sûr, car chacun sait ici que je porte un grand intérêt aux problématiques simiesques, un intérêt qui est d'ailleurs certes plus grand. Tout le monde. Un intérêt partagé par tout le monde, mais qui, dans mon cas, est plus contraste avec celui que j'ai pour les questions méridionaux-ponantines d'Asie. C'est évident, mais je me saisis de la question. Je me saisis quand même de la question. Donc, les singes ont toujours occupé une place de cœur dans mes recherches, et mon état d'ailleurs parle pour moi, et mieux que moi, étant directeur de 2 laboratoires de vivisection sur singes anthropomorphes. Alors, l'un est au Bangladesh, l'autre n'y est pas, il est ailleurs. J'ai beaucoup de tendresse pour ces espèces qui, au cours de l'évolution, sont celles qui se sont le moins éloignées de nous. Et en revanche, et là c'est un petit trait d'humour que j'ai avec vous, les macaques des plantations de coco s'éloignent assez des hommes, leurs maîtres, puisqu'ils sont dressés pour grimper à des cocotiers qui peuvent faire jusqu'à 30 mètres de hauteur et venir y déloger les noix qui poussent à leur sommet. Bon. C'est drôlatique. Oui, tout à fait. C'est un peu de sérieux désormais. Alors, sur les techniques de cueillette qu'on apprend à ces macaques, il y a notamment celle du coconut spin. Alors en français, on pourrait dire la coco tournoyante, la coco qui fait des tours sur elle-même à grande vitesse. Cette technique s'est très vite révélée efficace, et elle a été adoptée par tous les producteurs de coco de la région. On a même eu, si mes souvenirs sont bons, c'était en 2013-2014, une pénurie de dresseurs et de dresseuses de macaques, ce qui fait que dans certains États comme l'Indonésie notamment, ont pris leur disposition et ont mis en place des écoles. Alors certes, parfois oui, dans l'urgence, et on a pu le déplorer. Je me souviens avoir reproché publiquement au gouvernement sud-asiatique de n'avoir pas eu cette clairvoyance. Moi, j'en parle depuis 2009. Bon. Aujourd'hui, ça va mieux, ça va mieux. Ils ont mis en place des espèces d'écoles normales qui visent en somme à former des formateurs de macaques. Donc, la plus prestigieuse est à Manille, et j'ai eu l'occasion de m'y produire plusieurs fois pour des séminaires, et j'ai le bon souvenir d'y avoir rencontré monsieur De Kerle-Kenedek, ici présent. Donc, salutations, mon ami. Il faut savoir que ces avancées dans la formation, bien sûr, des dresseurs de macaques n'ont pas permis de faire décoller la demande, ce n'était pas l'objet, mais elles ont permis, par l'application des nouvelles techniques, des techniques simiesques de cueillette de noix de coco, de dégager d'importantes marges, puisque le coût du facteur travail a considérablement baissé. On ne paye pas un macaque, il ne se syndique pas. Ce qui fait qu'on a pu financer d'importantes campagnes de promotion de produits à base de coco. Je pense au lait, je pense aux huiles, pour casser un peu cette association qu'on a trop souvent entre la noix de coco, les destinations paradisiaques qui sont destinées à des privilégiés. Non, ce n'est pas ça. La coco est accessible à tous. Tout le monde peut prétendre à la coco. Et alors, on est passé
pour un peu renouveler cette image de la coco par notamment des influenceuses Instagram, par des magazines culinaires, mais pas seulement. Et aujourd'hui, on est sur une croissance de 4-5 par an. Le marché croît de 4-5 par an, donc c'est très prometteur. Le problème qu'on rencontre aujourd'hui, c'est qu'on allait tellement loin, et si vous voulez, tellement fort dans la formation des macaques, qu'on se retrouve avec des macaques surqualifiés. Alors, c'est devenu un vrai problème, et pour bien le comprendre, il faut un peu revenir sur la technique du spin. Alors, les macaques grimpent au sommet des cocotiers, ils s'asseyent sur ces espèces d'énormes grappes de noix de coco, des noix de coco qui ne sont d'ailleurs pas des noix mais des fruits, je tiens à le préciser. Et donc ils prennent une noix, ce fruit de coco, et ils appliquent un mouvement rotatif à la coconut pour rompre son attache d'une part et la faire tomber d'autre part. Bon. Alors parfois c'est avec une main, parfois c'est avec deux mains. Je sais qu'en Malaisie ils préfèrent deux mains. Ça n'a pas vraiment d'importance. Non, avec leurs mains. Non, ce sont ces macaques qui n'utilisent aucun outil. Aurait-il 8 mains qu'il serait plus productif? Vous en convenez? J'en conviens, et nous pourrions en parler. Quoique la technique à une main... Vous voyez bien où je veux en venir. Ouais. Voilà. Je reprends. Et donc, en fait, le problème, c'est que ces macaques surentraînés, ils mettent une telle énergie parfois, certains d'entre eux en tout cas, et déploient une telle puissance dans le spin qu'ils projettent à grande vitesse les noix de coco dans les airs. Et quand les conditions climatiques sont propices, quand il y a beaucoup de vent, ce qui n'est pas rare dans certaines de ces régions, les coconuts peuvent se retrouver liftés et échoir à des dizaines de mètres du cocotier en question. C'est aussi un problème pour ceux qui ramassent ces noix de coco, puisqu'on a eu à déplorer plusieurs casualties, plusieurs victimes, donc 12 ces 6 derniers mois. Et 12 l'an passé, et il faut bien voir que quand une coconut liftée d'1,5 kg vous tombe de 30 mètres sur la cabessa, il n'y a pas besoin de connaître les grands traités de mécanique classique pour savoir que c'est pas l'hôpital qu'il faut appeler. Vous pouvez en revanche appeler, et là je profite de cette exposition médiatique pour faire un petit peu de réclame, l'Institut de puérisection de l'université de Redford, qui est quelque part, où on pratique la dissection sur des enfants qui sont pour l'essentiel morts. Voilà. On découvre des tas de choses épatantes. Voilà. Tout ça pour vous dire que la question de l'exploitation des macaques dans les plantations de coco touche directement ou indirectement, dans le deuxième cas, dans ce dernier cas, tous mes sujets de prédilection. Et donc pour tenter de régler ces problèmes, et là je me tourne vers mon collègue et mon ami de l'université de Kunming, qui disait l'autre jour, ça fait quelque temps déjà, qui soulevait la question de l'augmentation des singes, notamment des capucins, si je me souviens bien. Et on pourra en parler, mais si la tendance est à l'augmentation chez les puissances industrielles dominantes, je pense à la Chine évidemment, je pense que pour ce qui est des pays qui dépendent encore massivement du secteur primaire, et en tout cas dans ce cas précis, l'avenir me semble plutôt être dans la diminution que dans l'augmentation. Ouais. Alors ce serait des diminutions évidemment partielles, des diminutions localisées sur certaines portions de. Mais attention, augmentation cérébrale ne veut pas dire augmentation corpulaire. Ah évidemment que non. Et nous avons tout intérêt à ce que ces singes ne soient pas trop puissants et au contraire qu'ils aient un mouvement de spin standardisé pour éviter Vous voulez brider les macaques. Pour éviter les tragédies qu'on a connues. Oui. Voilà. Donc augmentation avec une sécurité de taille. Alors, j'ai écrit un article sur l'augmento-diminution, nous pourrons en parler plus tard. Augmenter certaines capacités, diminuer certaines autres. Donc, ces diminutions localisées permettraient peut-être, en tout cas je l'espère, aux petits-enfants de l'Asie du Sud-Est, de Sumatra, de Bornéo, de la péninsule malaise, de pouvoir à nouveau cueillir l'esprit serein, les coconuts de ces petites plantations familiales. Merci beaucoup, monsieur Pernopinet. Monsieur Irving, qu'avez-vous à ajouter? Vous abordez uniquement la question du Bangladesh, de ce que j'entends. Le Bangladesh est au cœur de la question. Et le pays, non. Vous avez cité la Malaisie aussi. Non, pas. Le cœur de la question, les plus grands producteurs de coconut dans l'Asie du Sud-Est sont l'Indonésie et les Philippines. Donc le Bangladesh n'est même pas vraiment dans l'Asie du Sud-Est. En revanche, au Bangladesh, j'ai un laboratoire de vivisection, je le dirige, et sur singes anthropomorphes. Et donc là, mais c'est une autre question. Là. Et donc on a compris que vous avez un autre laboratoire qui n'était pas au Bangladesh. Il n'y a quelque pas. part. Oui, voilà. Autre part, comment autre part, dans un lieu tierce. Qui aurait une législation un petit peu plus souple, peut-être?
Plus favorable à vos recherches? Ou plus clandestin, vous voyez. Ce n'est pas le pays qui l'importe, mais c'est le... Comment dire, le Bon, lieu. mais vous mettez là un voile pudique qui est tout à votre honneur, mais je note que le Bangladesh est proche du Pakistan. Certainement. Est proche de l'Inde, qui dispose de l'arme nucléaire. Oui. Bah voilà, mais je m'arrête là. Excellent. Mais je ne peux qu'abonder, effectivement, l'Inde et le Pakistan possèdent l'arme nucléaire. Nous pourrions faire un corridor... Non, mais je vous note mes coordonnées également sur un petit papier. Un corridor Gange. Alors moi, je nucléarisé. me permets simplement d'intervenir sur la question effectivement du dressage et de l'élevage des singes pour lancer des coconuts à une puissance. Alors, j'aimerais bien manquer de la puissance du jet de la coconut. Et est-ce qu'on pourrait en avoir une utilisation offensive? Je pense donc à mon ami le lieutenant-colonel Brochant, qui élève des frelons de combat et qui pourrait être intéressé éventuellement d'un partenariat pour faire des macaques de combat. Très très bonne question. Alors vous devriez... le record est détenu par un macaque d'une plantation qui est au Sumatra. Avez-vous son nom? C'est le macaque Marcus. Ah d'accord. Le macaque Marcus. Oui, Il est bien connu dans la région. Très connu. Triple jambon, 67 mètres. 67 mètres. Ah, tout à fait, je note. Donc à une vitesse de 35,7 km/h, vitesse de Une pointe. puissance exceptionnelle. Un homme serait absolument incapable de faire ça. Oui. Ah, vous avez entendu cette polémique sur le fait qu'il serait un orang-outan. Alors C'est ça, les gens en parlent. Quiconque a vu Marcus en vrai, c'est que c'est une polémique fausse. C'est un macaque. Vous avez Retrouvez une photo de Marcus sur notre feed feed Twitter pour assurer de sa nature. Sur les potentialités offensives, il faut savoir que ça ne fait que 4 ans qu'on forme sérieusement les macaques. En tout cas, l'université philippine de Manille ne s'est pas encore penchée sur cette question et elle mériterait d'être débattue, en tout cas d'être étudiée. Peut-être que des partenariats bien avisés avec des pays européens plus avancés sur la question, et l'université de Kunming, bien sûr, pourraient être fructueux. Je vous glisse que ce serait le sujet d'une émission entière. On en parlera bien sûr en antenne si vous le voulez bien, mais même pour nos auditeurs, c'est quelque chose d'intéressant de savoir que les coopérations internationales sur ces questions sont très vivaces. Tout à fait, et en matière de défense, je pense qu'il y a des choses à explorer. Et d'aménagement des territoires. De défense comme d'attaque. De défense comme d'attaque, tout à fait. Très bien. Merci messieurs, nous remercions donc chaleureusement tous nos invités ainsi que l'équipe de production qui a servi à cette émission. Merci Kevin. Excellent Kevin. Des débats parfois un peu houleux mais toujours très intéressants. Ravi d'avoir pu présenter ce deuxième épisode de Dererum Natura. Bonne soirée messieurs. Bonne soirée. Bonsoir. Bonsoir Modeste. C'était Les Darwinistes, présenté par Modeste Girardin.